Bon, bonjour Anissé, merci de me recevoir chez toi. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter vite fait, nous dire qui tu es, et puis où on se trouve ici, après présenter un peu la ferme? Ouais, donc moi c'est donc Anissé Deschamps. Je suis installé depuis octobre 2022. Bienvenue sur Maraîchage Technique. Dans ce nouvel épisode des visites de ferme maraîchères, je pars à la rencontre d'Anissé, maraîcher au potager de la Brière, à Octeville-sur-Mer, en Normandie. Avant, j'étais revenu sur l'exploitation quand même 3-4 ans avant pour reprendre la suite de mes grands-parents. Du coup, l'exploitation existait déjà avant? Ouais, c'est une exploitation qui existe depuis mes arrière-grands-parents. Et donc moi j'ai repris la suite de mes grands-parents. Ça fait quoi entre-temps? Avant, en fait, sorti de l'école, je suis quasiment directement revenu là. Et par contre, à l'école, j'ai fait plus un parcours en agricole, mais grande culture, vaches laitières, vaches allaitantes, culture industrielle. Donc t'envisageais pas au départ de reprendre la ferme? Au tout départ, pas forcément. Et puis après, les dernières années d'école, voilà, je me suis retourné vers ici. Donc voilà, mais ça m'a permis de voir quasiment tous les aspects de la production agricole avant, quoi. Un peu voir autre chose, mais du coup depuis tout petit t'as baigné dans le maraîchage. Voilà, c'est ça. Par contre, oui, je suis là depuis tout petit. Donc voilà, et donc une exploitation. Là, on est sur un 5 hectares et demi à peu près de production en maraîchage diversifié. Donc on est à Octeville-sur-Mer, en Seine-Maritime. On est à 800 mètres du bord de la falaise. Donc les productions, tout est commercialisé en vente directe ou semi-directe. Il y a quelques magasins, restaurateurs un petit peu à côté. Puis sinon, la majeure partie, c'est magasins sur l'exploitation. Et puis, marché de plein vent, tournée de livraison en porte-à-porte avec un camion étal. Et voilà, on arrive à écouler tout comme ça. Tout comme ça. Moi, je suis ici à plein temps, associé unique. Et puis, j'ai 2 salariés qui sont assez polyvalents. Un qui est plus sur la culture, qui reste plus en pleine plantation récolte, et puis l'autre qui fait de la vente et aussi de la culture. Puis après, on a toujours des stagiaires régulièrement ou voilà des petits emplois saisonniers. Saisonniers en saison quand l'activité commence à augmenter. Voilà, c'est ça. En été, on a en moyenne une personne de plus, quoi. Voilà. Pour la récolte essentiellement, non, j'imagine? Ouais, essentiellement. Et récolte, et puis souvent on a des profils qui peuvent aussi faire de la vente. Ou de la vente, ouais. Tout le monde fait un petit peu de tout. Du coup, c'est plus plaisant, je pense, que d'être affilié à une tâche uniquement. Et voilà, ça peut être long. Là, on a une structure assez diversifiée, donc je pense que c'est assez. On n'a pas de mal à trouver de monde. Je pense du fait de la structure, quoi. Et le fait que ça soit diversifié, ça peut attirer je pense, ouais. plus de profils, quoi. Moi, le premier, hein, quand j'étais en pommes de terre, en grosse production de pommes de terre. 6 mois de l'année dans le bâtiment à faire des camions, c'est vite long, quoi. On a vite marre, ouais. Donc voilà, plus on diversifie, je trouve plus c'est intéressant pour tout le monde de travailler, quoi. Et puis là, pour le coup, de maraîchage diversifié comme ça, voilà. C'est très diversifié, on s'ennuie pas, il y a plein de choses différentes. Voilà, c'est ça. On fait à peu près 35 espèces différentes, quoi. Donc il y a toujours de quoi faire, quoi. Et du coup, ouais, vous cultivez tout ici, tout type de légumes. Ouais, tout. Après, je travaille quand même avec des voisins pour tout ce qui est oignons secs. Je le fais pas. Moi, je fais le frais et puis on s'échange la marchandise. Moi, je fais le frais et puis lui il fait le sec en conservation. Pareil pour les pommes de terre, je fais quand même beaucoup plus de primeurs. Et puis je la produis pour ce voisin-là aussi. Et vu qu'il est équipé pour le stockage en hiver, lui il fait la patate de conservation. Et puis voilà. Donc, mais sinon après on fait tout. Toutes tes cultures de légumes plein champ, sous serre. Ouais, voilà, jusqu'à même de la pastèque, voilà. Chose qu'on ferait pas forcément chez nous. Ça pousse ici la pastèque, du coup ça pousse bien. Ah, sous serre quand même. Dehors elle a du mal, ça fait vraiment des petits des petits machins. Donc ici on est à Octeville-sur-Mer. C'est une commune qui est limitrophe du Havre directement. Donc on est vraiment à la pointe de la Seine-Maritime, entre la falaise et la ville du Havre, en fait. Vraiment proche bord de mer. Par rapport au climat, ça. Ouais, alors le climat,
c'est assez tempéré. On n'a jamais des gros épisodes, je dirais extrêmes en température ou en eau. C'est assez tempéré. Par contre, on est quand même assez sujet au vent. Là, ça fait quelques années qu'on a au moins tous les ans un gros coup de tempête. Deux coups, là, ça fait 2 années de suite qu'on a 170 km/h qui arrivent. Ouais, quand même. Et du coup, les cultures, c'est pas, on s'inquiète pas trop, mais c'est plus pour les structures de serre, tout ça. On dort pas trop bien la nuit quand ça s'ouvre. J'ai pas vu, c'est plutôt des structures un peu légères ou un peu comme ça, ou c'est plus, t'as aussi On des a les deux, plus gros... on a une partie de structure, en solide, je dirais en fixe, quoi. Donc on a deux en fixe comme ça, on a deux 9 mètres par 50 en Richel. Et puis après, c'est que des tunnels 4 mètres 50 déplaçables, quoi. Comme il est là. Ah ouais. Donc ceux-là, à la limite, quand ça souffle, le mieux c'est de les découvrir, quoi. Complètement, ouais. Bon, après, on peut pas toujours s'il y a du monde dessous, mais Du coup, en surface de serre, il y a combien au total, tu sais? au total, on a 1800 à peu près, 1800 mètres carrés à peu près. 800 mètres carrés de serre sur, tu m'as dit combien de surface totale? 5,5 Sur à peu près. Okay. À peu près. C'est suffisant en surface de serre ou il en faudrait plus? Non, c'est jamais suffisant. Jamais Non, suffisant. en fait, il en faudrait toujours plus pour avancer la saison ou la retarder. La jonction entre les deux saisons, quand Ouais, la voilà, fin c'est d'hiver et les légumes d'été, c'est toujours un peu ric-rac. Voilà, c'est ça. Au printemps, on veut toujours avoir, faut rentrer de la trésorerie un peu plus tôt, c'est là que c'est le plus compliqué. Donc, plus on a de tunnels, plus on peut commencer de bonne heure dedans, quoi. Peut-être diversifier un petit peu aussi, peut-être faire un petit peu de fraises, des choses qu'on fait pas, qu'on travaille avec des collègues pour ça. Mais ça permettrait peut-être d'en faire aussi pour justement pallier à ce manque de trésorerie en début de saison. Mais bon, après qui dit ça, plus de production, il y a plus de main d'œuvre aussi, donc c'est un calcul à faire. Exactement. Après, il faut se méfier, c'est sans fin, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Pas forcément pour grossir, mais pour améliorer peut-être Ouais, et puis pour la étaler rotation et être à l'aise, c'est ça quand on. et puis étaler le revenu sur l'année, quoi. C'est assez c'est assez lissé en maraîchage diversifié comme ça, on arrive à faire de la trésorerie quand même toute l'année. Mais il y a quand même une bonne différence entre fin d'été, automne et puis le printemps, quoi. Le printemps, c'est là qu'on rentre le moins et qu'on a tout à sortir. Oui. Les semences, les plants, les engrais. Alors ici, donc on est sur la parcelle principale, donc là où il y a le magasin et les serres. Là, on est en limon sableux, quoi. Donc on peut faire à peu près tout ici. C'est de la terre qui se travaille facilement, qui garde assez bien l'humidité quand même. Terre idéale, quoi. Ouais, ici, idéal. Après, on a une autre parcelle donc qui est plus proche de la falaise. Et chez nous, tout le bord de côte est fait comme ça. Plus on s'approche de la falaise, plus c'est sableux. Et là-bas, du coup, c'est très creux. Alors en début de saison, ça permet d'attaquer de bonne heure avec une terre qui se réchauffe vite et qui se bloque pas du tout. Elle se bloque jamais à l'humidité. Sortie d'hiver, des fois on a des terres bloquées. Donc là, ça démarre très bien. Du coup, tu mets quoi plutôt comme culture là-bas? Enfin, t'essayes de privilégier quoi? Alors on faisait pas mal de carottes là-bas. Dans le sable, elle se développe beaucoup mieux, quoi. Et puis, sauf que là, de toute façon, on est obligé de tourner. Des problèmes de mouches, voilà, de toute façon, faut tourner, quoi. Et sinon, voilà, de la pomme de terre qui vient bien aussi là-bas, mais c'est pareil, là, on va attendre un petit peu pour y retourner. Et là, cette année, j'ai fait tout le début de saison là-bas. Les salades, l'oignon blanc. On a quand même fait une petite tournée de carottes. Puis là-bas, après, sinon, cette année, il y a toutes les endives. On fait à peu près, il y a 4000 mètres carrés de racines d'endives. C'est pareil, qui se développent bien dans des sols comme ça. Et puis. Donc tu fais tes racines d'endives toi-même? Ouais. Ah ouais. Alors ça va faire 2 ans. Avant, on les achetait chez un producteur un peu plutôt du côté de Rouen. Et puis la route, l'achat, ça devient moins intéressant. Donc on essaye d'en faire. Bon, l'inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de surface. Après, c'est l'équipement en endive. Quand on commence à faire des petites surfaces comme ça,
Là, il va falloir s'équiper plus pour les récolter, pour les arracher. Parce que là, on arrachait tout à la ligneuse et puis après, on ramasse à la main. Mais Ça va pas avec l'arracheuse à carottes? Enfin, je sais pas si t'es équipé, mais... j'ai pas d'arracheuse à carottes. Non, bah, on fait tout à la Kussmann aussi, la ligneuse. Ok. Après, on a une troisième parcelle. C'est une parcelle que j'ai que j'ai acheté il y a 4-5 ans et qui était en fait un peu en friche. Il y avait des coupes de foin de fête de temps en temps dedans, mais c'était jamais amendé. Bon, c'est une parcelle qui a été tirée quand même pas mal. Alors au début, les premières années, on n'a pas réussi à sortir grand-chose. J'avais pas fait d'analyse aussitôt et puis la première année, bah, à part les choux qui sont pas sensibles au pH, il y a rien qui est venu. Et du coup, après analyse, pH de 4,2. Bon, on a compris. Un peu faible. Voilà, donc très acide et puis il manque de matière organique. Bon là, du coup, 5 ans après, là on arrive à peu près à sortir tout ce qu'on veut dedans. Donc j'ai redressé, donc j'ai un amendement calcique d'entretien tous les ans. Plus au début, je remettais de la chaux magnésienne avec. Et puis là, alternance de fumier et de compost. Et puis bon là ça y est, c'est reparti. Alors c'est une terre qui est un peu bizarre parce que l'été elle est assez sableuse et l'hiver c'est une mare à canard. Comme s'il y avait c'est un peu le point plat bas d'un plateau. Et l'hiver quand on a beaucoup d'eau, comme ça fait 2 ans qu'on a des gros épisodes d'eau tout l'hiver, on a l'impression que les sources remontent de par dessous. Et donc, bah, faut un peu jouer avec. Elle n'est pas complètement plate. Alors, faut un peu jouer avec le relief. On commence à récolter toujours les points les plus bas pour finir dans la saison les points les plus hauts de la parcelle. Parce que sinon, on est dans l'eau. Donc, c'est pas une parcelle trop justement à mettre des légumes primaires en fait. Primeur, non parce que, enfin, dans la mesure du possible, parce que souvent l'eau est pas encore partie quand on veut mettre des légumes primeurs. Mais il faut pas non plus mettre des légumes qui restent trop tard dans l'année, parce que l'eau revient en l'hiver. Donc, au fil des années, on commence à la connaître, et puis du coup, bah, on s'arrange de commencer les points les plus bas pour être tranquille avec après, quoi. Comme quoi, c'est vraiment important de vraiment connaître sa terre et voilà, savoir travailler avec pour pas être embêté, quoi. Voilà, c'est et ça. ça se fait au fur et à mesure des années, quoi. Forcément. Oui, c'est une la première fois, on découvre voilà, et souvent on se casse les dents, et puis après on apprend petit à petit à la connaître. Voilà. Ouais. Et du coup, c'est quand même une leçon à retenir, c'est quand on reprend une parcelle, peut-être commencer par l'analyse de sol dès le début. Et ça évite de perdre des plants, de la semence, du travail qui a été fait dessus. C'est toujours un bon indicateur pour savoir un peu la tendance, quoi. Voilà, c'est ça. Après, en matière organique, en pH, au moins regarder ça et puis. Tu m'as dit que tu t'es installé en 2022, c'est ça? 2022, fin 2022, ouais, octobre 2022. Et là donc, c'est encore assez frais quand même. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans? Ouais, ça va faire 3 ans au mois d'octobre. Ça fait 3 ans. Et donc ta première année, comment ça s'est passé? Bah bien. En fait, j'ai pas eu vraiment de première année d'installation parce que j'ai repris à la suite. Donc avant, c'était ma grand-mère qui était associée unique sur la société. Et en fait, déjà avant qu'ils arrêtent, j'étais revenu et en fait, je gérais déjà un peu la société, quoi. Il y a certains trucs que même nous, on n'a plus envie de faire, mais pour mes grands-parents, c'était encore pire, tout ce qui est administratif. Donc voilà, je gérais déjà tout ça. Donc et puis bah mes grands-parents, ils sont toujours dans le coin pour me donner un coup de main et des conseils, quoi. Donc j'ai pas été jeté dans le bain tout seul dès la première année. Donc non, ça s'est bien passé, bien accompagné aussi au niveau de mon installation avec mon centre de gestion. J'ai pas eu de soucis particuliers. Parfait, ouais. Et puis oui, comme tu dis, de toute façon, t'étais déjà tout petit, de toute façon, t'étais un peu dans le maraîchage finalement. Avec, ouais, et puis même si mes études concernaient pas forcément, voire pas du tout le maraîchage en particulier, tout ce qui est gestion, agronomie, enfin le sol, c'est les mêmes bases en grande culture qu'en maraîchage. Donc j'étais déjà préparé à ça. Après c'est plus la production maraîchère et puis la commercialisation qui est différente, mais on s'adapte bien, quoi. Quand tu as repris l'exploitation, est-ce que tu as fait des investissements, tu as changé des choses ou tu as tout continué pareil? Même déjà dans un premier temps, quand je suis arrivé sur l'exploitation,
Vu que c'était pas prévu que quelqu'un reprenne l'exploitation, ça avait pas été anticipé de dire on va renouveler tel ou tel matériel, s'équiper. C'était un peu vieillissant, du coup. Donc voilà, c'est ça. Le matériel était vieillissant, les équipements étaient vieillissants. Et donc, petit à petit, on a commencé déjà à chercher les priorités. C'est jamais évident de savoir par quoi on va commencer. Donc voilà. Donc au début, on a plus commencé par l'investissement de transformation. Parce que, oui, ça je l'ai pas dit, mais on fait aussi de la transfo. Eh oui. Donc on a comme le plus Donc, gros un nouvel atelier que tu as créé finalement. qui était déjà existant, mais qu'on a un peu développé avec l'achat d'un autoclave. Ok, ouais. Donc au début, on était plus parti pour se développer là-dessus, et donc on a acheté autoclave. On a un local pour le mettre dedans, forcément. Et puis après, chambre froide. Donc on n'était pas équipé sur ce site-là. Il y avait une petite dans une autre cour, mais trop petit et puis trop loin. Donc ça change le travail aussi. Un conteneur réfrigéré. Pour l'hiver, je travaille aussi avec un voisin qui fait de la pomme de terre en grande grosse quantité, production, ouais. quoi. Et du coup, ils sont équipés en stockage En frigo. En stockage frigo. Donc s'il faut mettre quelques palox de betteraves, de patates, de céleri, des choses comme ça, c'est Octeville aussi. Donc c'est juste à côté, donc on s'arrange comme ça, quoi. Donc moi, le conteneur, de toute façon, il sera trop petit pour stocker. D'accord. Pour stocker pour l'hiver. Du coup, il sert plus en stockage tampon. Mais pour moi, c'est indispensable, quoi. Surtout l'été, quand il fait chaud, effectivement, on peut pas laisser une caisse de salade ou même une récolte de tomates ou. Ou alors il faut tout faire. Surtout la salade, uniquement le matin, juste avant la vente. Mais bon, on peut pas toujours. Surtout qu'on a plein de créneaux de vente différents, donc souvent on récolte pour tous les créneaux et puis après on repioche dans la chambre froide. Donc voilà, on a commencé par ça et puis après c'était plus de l'équipement de culture, quoi. Tracteur, acheter un tracteur un petit peu plus gros, donc en 85 chevaux, avec une fourche, parce qu'avant on n'avait rien pour faire de la manutention. Donc un chargeur frontal, c'est ça ? Avec un chargeur frontal. C'est pratique, hein, ouais. Donc rien pour faire de la manutention, rien pour épandre du fumier. C'est pareil, acheter un épandeur à fumier. Fallait la fourche pour le charger. Ouais. Donc voilà, après donc ça a été un tracteur comme ça, après ça a été un tracteur plus petit pour le coup, en micro-tracteur. Je pense que c'est le tracteur qui fait le plus d'heures. C'est celui qui transporte les récoltes, c'est ça ? Ouais, en fait donc on travaille sous les serres avec. Avant on faisait tout motoculteur. Le travail était pas forcément homogène. C'est dur parce que le motoculteur il avance mais faut le pousser aussi. Donc travail sous serre, récolte, c'est beaucoup moins fatigant que de monter et descendre des tracteurs je dirais conventionnels. Et puis qu'est-ce qu'on fait avec un peu d'entretien avec broyeur. Lui pour le coup il travaille tous les jours ce tracteur. Mine de rien. Alors moi c'est un Kubota un 26 chevaux, mais on est surpris de la puissance que ça envoie quand même. Que ça sort. Ouais. Ouais. En 4 roues motrices, j'imagine. 4 roues motrices, c'est un moteur Mitsubishi 3 cylindres et on est surpris de. Oui, c'est suffisant par rapport à la largeur de travail ou la capacité de relevage, c'est adapté. Ouais, 750 kilos, donc pour un micro-tracteur, il y en a assez, quoi. Et puis voilà. Et puis donc on fait beaucoup, quasiment toute la récolte avec un. Alors c'est un ancien épandeur qu'on a découpé pour refaire un plateau. Et on fait toute la récolte avec ça. Et on est à hauteur. Donc on est vite fait monté, descendu du tracteur. Et sur le plateau, on arrive avec les caisses, on est directement à hauteur. Avant, on faisait beaucoup à la caisse 3 points, mais à la caisse 3 points, souvent on la repose ou c'est beaucoup moins pratique finalement. Faut toujours aller rechercher la dernière caisse en bas. Si on la laisse lever, les caisses du haut elles sont trop hautes. Donc là, on a de la place. On n'est pas obligé d'empiler, il y a de la place sur le plateau. Et puis on est à hauteur pour tout. Le niveau ergonomie et confort de travail, quoi, c'est un gros avantage. Voilà, c'est ça. On a acheté plein de trucs. Je sais. Au fur et à mesure. Alors moi, je fouine beaucoup sur le Bon Coin pour acheter des outils. Souvent des outils qui sont, qui servaient avant dans des exploitations de polyculture élevage. Donc qui étaient au goût du jour il y a 20 ou 30 ans dans des exploitations de polyculture élevage et qu'on pouvait
pas se permettre d'acheter de toute façon avant dans des petites structures comme ça. Et vu qu'elles ils sont réformées de ces structures-là, ils sont plus accessibles pour nous. Et voilà, l'exemple, les pendeurs à fumier, charcuterie soc, voilà, pulvérisateur, des choses comme ça. Enfin, beaucoup d'occasions. Un freelance qui traîne sur le Bon Coin, surtout sur Agré à faire. Et puis, mais beaucoup aussi en autofinancement avec la trésorerie. Je voulais pas m'engager non plus, m'engager sur des emprunts. Je préfère voilà, accumuler un petit peu de trésorerie pour pouvoir acheter tel ou tel équipement d'occasion, quoi. Comme ça, si j'ai autre chose à faire, j'ai toujours d'autres projets, d'autres bâtiments, d'agrandissement du magasin, refaire un bâtiment pour les camions, préparer de la marchandise, tout ça. Donc ça qui demande forcément peut-être un engagement dans un emprunt, mais pas trop se charger pour des bricoles entre guillemets, et puis avoir de la capacité derrière s'il y a besoin, quoi. Donc tous les ans, en fait, tu t'achètes un petit matériel. Ouais, pour Noël, même plusieurs, même plusieurs par an, quoi. Ça, puis après, c'est des équipements qu'on n'avait pas forcément avant. Beaucoup les gouttes à gouttes pour les serres, des éléments de serre. Là, je viens de m'équiper en programmateur d'arrosage pour les serres. Et pour dehors aussi, les patates douces qui demandent. on ira voir ça après, ça m'intéresse d'aller voir un peu de l'installation. Non, voilà, j'en oublie sûrement. Oui, on a aussi acheté qui est pas négligeable, un tunnel de stockage pour le matériel chez Richel, pour mettre justement toutes les conneries qu'on achète. À l'abri. Faut arriver à les stocker parce que chez nous, en plus, le matériel vieillit très très mal quand il est dehors. On a l'air salin qui arrive de la falaise à 800 mètres, et du coup, même sous bâtiment, ça rouille. Dans bâtiment fermé, ça rouille. Tout ce qu'on peut stocker à l'abri, c'est l'idéal, quoi. Donc, j'en oublie, hein. On a acheté plein de trucs. Ah mais bon, c'est effectivement gros investissement de beaucoup de matériel différent pour au moment de ton installation, quoi, en gros. Puis au fur et à mesure, ouais, voilà. Donc c'est qu'il y avait besoin, quoi. Ouais. Ah oui. C'était très très manuel quand même. Et puis faut vivre avec on peut plus on n'a plus les mêmes charges qu'avant, surtout en main d'œuvre, le coût de la main d'œuvre, on peut plus faire que du manuel, quoi. On raisonne plus le fonctionnement d'une exploitation comme mes grands-parents faisaient. Avec les charges qu'on a maintenant, faut s'adapter, quoi. Et j'ai vu qu'il y avait un enjambeur romanesco aussi à l'entrée. Ouais. Donc ça, il a l'air tout neuf, il est récent. Ouais, donc on l'a reçu en juillet dernier. On a augmenté le volume de vente, en fait, la clientèle. On a trouvé plus de clientèle. Et du coup, il y avait il nous restait un petit peu de place vacante en pleine, donc on a optimisé toute cette place-là en production. Et donc moi, j'étais plus parti en commercialisation. Du coup, j'avais moins le temps à passer en pleine, et on produisait plus. Donc c'était la question à se poser. Soit fallait rembaucher du monde, ce qu'on a fait aussi, mais on devenait trop juste en main d'œuvre. Soit on s'équipait. Je commençais à avoir des équipements comme ça. Il y a plusieurs marques qui le font, mais des équipements comme ça pour faciliter le travail et augmenter la productivité. Et du coup, le choix s'est tourné sur le romanesco, qui me paraissait le plus polyvalent, le plus modulable. T'as fait plusieurs devis, t'as été voir plusieurs boutiques? Ouais, j'ai demandé aussi à Ponchon et à Terratech. Donc Terratech, c'était pour un glider, et Ponchon, de toute façon, ils ont un ponchon, c'est le ponchon, qu'un modèle, mais et voilà, le romanesco était le plus polyvalent. Alors c'était pas les mêmes tarifs non plus, mais en même temps, il faisait plus de choses aussi. Donc
Donc voilà, on a commandé ça. J'ai pu l'avoir. Alors je l'ai eu en mois de juillet, donc un petit peu tard dans la saison, mais il a déjà fait beaucoup de travail à la fin de l'année. Et puis maintenant, on saurait plus faire sans, parce que en fait, ça change complètement la façon de travailler. On fait beaucoup de choses avec. On plante tout ce qui est sur paillage. Donc nous, on fait du paillage biodégradable pour pas mal de choses. Tout ce qui est sur paillage, c'est planté avec. Des herbages manuels sur le rang. Des herbages mécaniques maintenant aussi avec une bineuse. Récolte, alors essentiellement la courgette pour la récolte. On a changé la façon de travailler. Du coup, tu as dû adapter un peu tes pratiques culturelles, la largeur de tes planches ou des équipements différents pour pouvoir travailler avec ça? Ce qui est bien sur le Romanesco, c'est que il est modulable aussi en largeur de travail. Et donc là, ils me l'ont fait d'usine, mais nous, tous les tracteurs sont en 1m60 de centre à centre. Et du coup, on l'a fait monter aussi en 1m60. Il tombe pile poil, il enjambe parfaitement les planches, même au niveau du paillage. Et puis la caméra de guidage est assez précise, donc il reste bien dans le milieu de la planche. Il va pas se balader à droite à gauche pour aller déchirer le paillage. Même si c'est pas des planches surélevées, ça passe? Ah oui, même en travail à plat, en semi à plat, même sans paillage. Il se guide parfaitement, quoi. Grâce à la caméra, c'est ça? Ouais, grâce à la caméra. Alors dans la limite du raisonnable, si c'est très très sale, si on s'est fait avoir et que c'est très très sale, il va se perdre. Il va pas voir la différence entre les rangs. Mais ça c'était la première année qu'on avait un petit peu ce souci-là, parce que en début de saison on n'a pas pu tout bien nettoyer. Puis quand il est arrivé, il avait peut-être un peu trop de boulot. Et sauf que maintenant en fait depuis qu'on l'a, on gagne donc en productivité, en posture, en fatigue, mais aussi en propreté des cultures. On gagne finalement sur tous les tableaux, parce que c'est plus du tout la corvée d'aller repasser une planche ou sur laquelle ça repoussait sur le rang, ou pour dépresser des betteraves ou des endives. On est allongé dedans, et puis voilà, si on a 1 heure ou 2 à tuer en fin de journée. Bon, on n'a jamais du temps à tuer en maraîchage, mais c'est beaucoup plus facile d'y aller et puis de remettre la culture à propre, et puis qui va bien se développer après. Donc on en gagne sur tous les tableaux, quoi. Il va dans les tunnels aussi? Alors non, moi j'ai des tunnels même dans les grands tunnels Richel. Alors ça fait 25 ans qu'ils sont montés, donc avec le temps ils ont descendu un petit peu. Et on a des supports de culture qui sont trop bas, avec les asperceurs qui pendent. À l'entrée c'est vraiment juste. Donc s'il y a une butte de terre qu'on n'a pas vue ou quoi, c'est les panneaux solaires qui font toit. Donc on risque pas, on n'a pas énorme de surface sous serre non plus. Donc on risque pas de le passer dedans. Et puis dans les petits tunnels comme ça, de toute façon il pourrait passer à la limite sur la planche du milieu, mais c'est tout. Donc non, il fait que du travail extérieur. Donc, et tu l'emmènes sur tes autres parcelles? Oui. Alors encore un autre avantage de cette marque là, c'est que peut-être que les autres avaient un autre système, mais il a un attelage, on peut l'atteler en 3 points. Donc perpendiculaire au tracteur, pour l'emmener sur les autres parcelles, parce qu'en fait sa vitesse maximum c'est 5,2 km/h. Donc par exemple pour aller à ma parcelle qui est au bord de la falaise à 1 km, 1 km 2 par la route, on met un quart d'heure. donc on le croche plutôt sur le tracteur, et puis on l'emmène là-bas. Donc ça dépanne bien. Alors c'est un petit peu contraignant quand même de l'atteler. On est assez proche du tracteur, et puis sur la route ça fait large. Donc je pense que je vais essayer de me faire une remorque sur laquelle il y aura tous ces outils qui resteront, et puis pour l'emmener à droite à gauche plus facilement. Mais bon, en attendant, le système 3 points marche très bien quand même, quoi. Ok. Donc, de toute façon, on ira le voir après. Ouais, parce qu'il y a plein de trucs à dire. On en reparlera autour de la machine tout à l'heure. On va faire un petit tour des parcelles, si tu veux. Ouais. Je suis pas en bio parce que déjà c'est pas vraiment
c'est pas vraiment la demande de ma clientèle. Je cherche plus du local. Et puis, on a toujours quand même une sécurité sur des attaques d'insectes, voilà, ou des fois se mâcher un peu le boulot avec des racinaires sur des carottes, des betteraves, voilà. Et puis, la protection fongique sur les pommes de terre, par exemple, des choses comme ça. Mais sinon, après, je dirais qu'il y a à peu près 70-75% de ce qu'on fait qui reçoit rien de synthèse, en tout cas. Après, moi, j'utilise des engrais organiques utilisables en agriculture biologique. J'utilise du fumier, du compost. Voilà, on fait beaucoup de désherbage mécanique, manuel. Mais pour l'instant, je garde encore cette sécurité-là. On a quand même régulièrement des attaques de papillons, de chenilles sur les choux, quasiment tous les ans, du doryphore sur les patates. Je vois que tu mets des filets, c'est pas suffisant? Par rapport aux chenilles, pas justement. toujours. Enfin, le gibier en début de saison, c'est aussi quelque chose. Alors ça, de toute façon, c'est filet obligatoire. Mais pas toujours. Et puis, c'est aussi contraignant aussi, la couverture par le filet ou le voile de forçage. Donc, même au niveau du salissement, c'est tout le temps à voir. Mais comme on voit pas ce qu'il y a en dessous, quand on se lève, c'est bon, ça pousse. On voit le voile qui se lève, on se dit c'est bien, ça pousse bien, mais il n'y a pas que la culture. C'est des quénopodes qui ont poussé. Voilà, c'est ça. Donc, après, je suis pas fermé non plus, hein. De toute façon, je pense qu'on y vient. À quelle échéance, je sais pas, mais on y viendra par obligation de toute façon. Après, il n'y a pas non plus l'obligation d'être certifié bio, c'est un label, c'est pas obligé. Non. Mais en tout cas, l'utilisation du pulvé, oui, un jour, ça s'arrêtera par obligation, enfin, ou par manque d'homologation sur les produits, quoi. Là, on voit déjà, tous les ans, ça réduit à vue d'œil les options qu'on a en chimique. Mais bon, on s'adapte justement. J'essaye d'anticiper aussi ça par justement l'équipement. Par exemple en binage, des voiles, tout ça, on en rachète tous les ans parce que de toute façon on essaye d'en avoir un petit peu plus et puis voilà, changer les itinéraires de désherbage. De toute façon, j'ai vu, tu mets des paillages plastiques. Ouais, alors sous serre c'est paillage plastique traditionnel. Et puis après dehors, on est donc pour tout ce qui est repiquage d'oignons, salade, épinards, navets, courgettes, on utilise du paillage biodégradable en 15 microns. Et alors c'est 2 fois et demi plus cher que le classique, mais par contre en temps de travail derrière, en plastique qui reste dans le sol et tout, on s'y retrouve quoi. Avant qu'on utilise ça, il y avait un temps de travail énorme à retirer ces paillages-là, les paillages classiques, et de toute façon on n'arrive jamais à tout bien retirer. Il suffit qu'il y ait une touffe de chien dent qui soit pris dedans, il va y avoir un bout de plastique qui va rester dedans et il restera toujours. ça se dégradera jamais. Donc le paillage bio est bien plus cher à l'achat, mais à l'utilisation, moi je préfère en tout cas. Après, il faut évacuer aussi les déchets. Ah oui, voilà, c'est ça. En plus des autres déchets qu'on a déjà évacués, les filets à ramer, les bâches de serre quand elles sont mortes. Bon, les paillages classiques, une fois bien tassés dans un sac, ça prend pas beaucoup de place, mais quand on faisait tout dehors en paillage plastique, ça faisait un volume. C'est pas une demande, c'est pas une demande prioritaire, quoi. La certification. Les gens, il y a certaines personnes qui nous demandent, on explique comment on travaille, on n'a rien à cacher, hein. On explique pourquoi on utilise du phyto de synthèse des fois, comment on travaille au niveau des engrais, tout ça, et puis la plupart du temps, ils sont satisfaits, ça leur convient, quoi. De toute façon, c'est des légumes frais, locaux. Voilà, et quand ils viennent au magasin, déjà ils voient les champs autour. Et puis la zone de commercialisation, c'est 15 km maxi, quoi. Donc on leur dit si on n'est pas fermé à la visite non plus, si les gens ils veulent venir voir comment on travaille, ils peuvent, quoi. La transparence. Voilà. Ouais, pour l'instant ça marche bien comme ça, quoi.
Sur Maraîchage Technique, tu verras comment les maraîchers travaillent, des trucs et astuces qui fonctionnent, des erreurs à éviter. Si tu aimes ce genre de contenu, les visites de fermes maraîchères, abonne-toi dès maintenant. Et sans plus attendre, on continue avec la deuxième partie de la vidéo. Ok, ben là je vois qu'il y a des betteraves par exemple. Alors tu peux me dire comment tu procèdes typiquement Alors ça, c'est les premières betteraves qu'on fait. En fait, celles-là, on les repique. Donc là, on voit, elles sont sur paillage biodégradable. On les sème en plaques de 150 trous. Et après... Tu fais ton semis? Ouais. Ok. D'ailleurs, tu fais tous tes semis ou tu achètes du plan à un fournisseur? Non, on achète le plan. Donc on fait la plupart des semis nous-mêmes, mais on achète le plan. Les plants de salade, on les achète. Les plants de choux, céleri, une partie des aubergines, une partie des poivrons. Voilà. Et puis bon, la porrette, on la fait pas. Le plan de patates douces, on le fait pas non plus. Mais après on fait beaucoup de semis nous-mêmes. En direct, en pleine terre, ou comme là, sur les betteraves, en plaque, et puis après, repiquage. Donc tout est en plaque alvéolée, c'est pas des mottes pressées. Non, plaque alvéolée, ouais. Et bon là, les betteraves, c'est que les primeurs qu'on fait comme ça, les premières. Pour la botte. Ouais, voilà. Pour l'instant, on les vend à la botte. Là, il y en a qui commencent à être assez grosses, donc après, bon bah, là, on les écoute et puis on les cuit. De toute façon, on les cuit. Il y a que les premières qu'on vend en botte. Après, on cuit. On cuit et on met sous vide. Grâce justement à l'atelier de transformation. Ouais, alors une partie. Alors, on a le cuiseur à betterave depuis les grands-parents qui l'avaient déjà. Mais et puis la mise sous vide, c'est surtout pour économiser du gaz. On essaye de faire des tournées, des cuissons complètes et en moyenne entre 10 et 15 jours. Que avant, quand on mettait pas sous vide, on faisait 2 cuissons la semaine. Et là, ça permet d'augmenter la durée de conservation. Voilà, c'est ça. De pouvoir écouler. Et de faire, une semaine, voilà, c'est ça. Donc gestion de stock. Il n'y a pas la fond de caisse de betterave qui reste, qui de toute façon, il commence à avoir des points blancs et puis il faut le jeter. Là, on en jette très rarement. Ça arrive des fois. Mais donc c'est plus de boulot. Faut peser pour faire les sachets. Bon, faut mettre sous vide, faut acheter les sachets. Mais finalement, on s'y retrouve comme ça, quoi. Alors, tu nous expliques comment tu fais quand tu reprends la terre? Alors au départ, alors maintenant sur quasiment toute la surface de l'exploitation, maintenant je fais un labour d'hiver plutôt. Enfin sortie d'hiver ou enfin dès que la terre est libre, quoi. Amendement calcique avant ou après, ça dépend comment la terre se libère. Et puis après on laisse le labour se retasser. Au fur et à mesure de la saison, j'écume au fur et à mesure que ça lève avec un travail très superficiel au vibro. Et quand il y a des choses à planter, après c'est cultirato. Tu prépares toute ta parcelle? Ouais, toute la parcelle est labourée. Elle se repose et après c'est une terre qui se reprend très bien, qui se retravaille très bien. Et c'est déjà amendé. Et donc après là t'entretiens, comme tu dis, t'entretiens à chaque levée en fait d'adventice, tu repasses un léger coup. Voilà, c'est ça. Okay. Alors au début d'année, ça salit quasiment pas, mais dès que ça commence à salir, on travaille à 2 cm avec un vibro juste pour écumer. Et puis après, dès qu'on a besoin de la place, cultirato. Et puis avec j'ai un distributeur d'engrais sur le cultirato en Delimbre. Et après paillage. Soit paillage ou pas, d'ailleurs. T'as une dérouleuse du coup? Dérouleuse de paillage. C'est la dérouleuse qui me fait j'ai un rouleau à pic sur la dérouleuse. Okay, donc c'est un paillage plastique plein? Oui, plein, et c'est la dérouleuse qui fait les trous. Au milieu, alors c'est pas des cercles après la dépose, c'est le plastique qui passe dans un rouleau à pic quand il se déroule. Okay. Ça fait le trou avant d'être posé, ouais. Okay. C'est quoi la marque, tu sais? C'est une Simon. Une Simon qui fait ça. Mais elle a déjà de la bouteille. Et puis et donc après donc paillage. Et maintenant quand on repique, là on voit il y a du persil, de la betterave, encore du persil, patate douce. Tout ça c'est paillé et c'est planté à l'enjambeur par-dessus. Donc on met les lits couchettes. On a aussi les sièges de plantation, mais nous, ça nous convient. La position nous convient moins que les lits.
Donc on utilise les lits de désherbage pour faire de la plantation. Il y a des supports de caisse, voilà, allongés. On a sur le relevage avant un cadre avec un plateau porte-caisse pour mettre le stock de caisse. Et après, à chaque couchette, on a un support de caisse qui est devant nous, qui est devant les mains. Et puis on plante. L'enjambeur, il suit la planche de paillage avec sa caméra. Et puis on s'occupe que de la plantation avec le réglage de vitesse qui est donc, il y a un avancement autonome. Ouais. Il y a un régulateur de vitesse en fait. Il commence à 8 mètres heure. Le régulateur, il peut aller jusqu'à 700 mètres heure en régulateur. 8 mètres heure. Ouais. Et par exemple pour de la plantation de salade, on est à peu près à 200 mètres à l'heure à peu près. En moyenne 200, 250, ça dépend. Et donc ouais, t'es en 4 ans, c'est ça? Ouais. Persil, betterave, salade, navet, oignon. On est en 4 ans par planche. En 4 ans sur des planches à 1m60, de voie à 1m60? De voie à 1m60, ça fait des planches. Le cultirato 1m45 et paillé, ça fait du 1m25 quoi en gros. Ouais. Voilà. Planche traditionnelle quoi. Voilà. Et vous êtes à 2 à planter? Ouais, c'est ça. Chacun 2 rangs. Voilà, c'est ça. Et puis par rapport à une planteuse avec des sièges de plantation, on appelle ça des trains de cul derrière là. On n'est pas 3, on est 2. Donc il n'y a pas besoin de chauffeur. Non, il n'y avait pas besoin de chauffeur. Donc le chauffeur sur son tracteur, il s'ennuie. Oui, c'est long. Surtout à cette vitesse-là, oui. Donc et là, tu me disais, tes planches font 50 mètres, c'est ça? Alors la plupart, on essaye de découper la parcelle en planches de 50 mètres. Standardiser un peu les longueurs pour les filets. Pour les voiles, c'est le plus. Et les asperseurs aussi, ouais. Ouais. Et puis, mais par contre, on n'a pas que des parcelles carrées non plus. Alors, des fois, on fait du 80 mètres, du 100 mètres, mais on essaye de tomber à peu près sur des multiples quand même de 50 mètres. Et par exemple sur cette parcelle-là, elle est à peu près carrée la surface de culture en plein champ, mais j'essaye de tourner les sens de travail tous les 2-3 ans quoi. Ah ouais. Là, il y a 2 ans, on cultivait dans ce sens-là, là aussi. Parce que le problème quand on travaille avec du cultirato, la fraise, on fait des trous de chaque côté des chemins. Ouais. Voilà, le chemin se trouve surélevé, de chaque côté ça creuse, ça fait de la rétention d'eau au début des planches, c'est pas homogène. Du coup, de temps en temps, on essaye de rechanger le sens de travail pour niveler. Donc c'est un peu un casse-tête au niveau des rotations, parce que je note rien dans les rotations, ça serait impossible à délimiter exactement. Mais par contre, faut se souvenir de ça, il y a 2, 3, 4 ans, c'était comme ça, dans ce sens-là. Donc, on essaye de pas retomber surtout sur des choses très sensibles comme le melon, par exemple, qui peut pas retourner sur un cucurbitacé avant 5-6 ans, parce que sinon, c'est fusariose ou... Donc, de toute façon, tu le vois tout de suite. Hein. Ah oui, c'est à couper au couteau. Hein. Donc, je me suis fait avoir il y a 2 ans. Je m'étais dit c'est bon, le melon là ça va bien aller, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu comme ça, et en fait 2 ou 3 ans avant, on avait fait de la courgette, même du melon, dans l'autre sens, et en fait toutes les planches étaient coupées en 2 par le précédent de 3 ans avant de courge quoi. Donc t'as de la prêle. Oui, alors j'en ai moins depuis que je fais des amendements tous les ans en calcique et que j'apporte de la matière organique. La prêle, alors il n'y a pas la recette miracle, mais c'est quand même dû à une terre acide et un tassement de sol, dû au manque de matière organique notamment, ou du travail du sol trop fin. Il subsiste encore quelques ronds. Là on voit il y en a pas mal, là il y en a pas mal, mais avant il y en avait dans toute la parcelle partout. Là, on arrive à en voir le bout quand même. Et sinon, l'itinéraire de la pomme de terre, c'est... Alors après la bourde d'hiver, j'ouvre avec un chisel à grandes dents, à queue de cochon. Donc j'essaye d'ouvrir assez profond pour souffler un peu le sol.
Un peu de profondeur de sol, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, déjà, ça souffle bien le sol, même sur un labour qui était reposé. Donc après, je reprends directement à la rotative, à la herse rotative, pour niveler. Et puis après, je fais des planches au cultirato. Donc je baisse beaucoup mes roues arrière pour pouvoir piquer la fraise plus, sans retasser trop la planche derrière. Et donc j'ai mon engrais qui arrive sur la planche derrière le cultirato. Donc comme ça, j'en mets vraiment que là où il y a des patates, même pas dans les passe-pieds, dans les passages de roues. Et donc après, je plante, j'ai une planteuse automatique de rang, une vieille Grimm. Ça me fait des pré-buts, des demi-buts. À la levée, je passe la moteuse à disque. Et aussitôt motage, je fais un racinaire. Alors, ce que tu appelles la moteuse, c'est une buteuse? Ouais, ouais, alors ouais, suivant les régions, moteuse, buteuse. Donc ouais, buteuse à patates à disque. Et puis donc aussitôt butage fait. Donc faut vraiment que je le fasse dès les premières levées de patates, parce que vu que je fais un racinaire aussitôt. Ah, c'est bien, du coup c'est un désherbant. Ouais, racinaire. Ouais, voilà, le Bastille Challenge. Enfin, ça dépend. Je fais pas toujours ça. Ça va me garder les pommes de terre propres jusqu'à couverture du rang, quasiment. Et du coup, bah, c'est pour ça que je fais le motage aussitôt dès que les premières patates sortent, parce que les feuilles de patates qui sortent aiment pas beaucoup le racinaire, quoi. Donc voilà, ça me permet d'avoir une planche de patates, enfin une parcelle de patates comme ça, une fois couverture, qui va, oui, elle va commencer à ressalir. Fin d'été, elle va commencer à ressalir, quoi. Donc après, si c'est vraiment trop sale, alors soit les patates sont arrivées à calibre et puis on broie. Je broie et puis ça les arrête, mais bon, en vente directe, on n'a pas besoin non plus, on cherche pas non plus des calibres énormes. Donc voilà, ça reste propre. J'essaye de rester propre au maximum. Et pour faciliter l'arrachage aussi, quoi. Ouais, bah l'arrachage, parce que dans la machine, quand c'est très sale, ça passe pas forcément comme on veut. Les patates, elles partent avec les au tapis effaneur, elles partent avec les adventices. Et puis bah aussi pour éviter que ça porte graine, parce qu'après dans les patates, une fois que ça porte graine, pour aller nettoyer, à moins d'y aller à la main, il n'y a pas grand chose à faire. Donc maintenant c'est un peu la guerre partout à essayer que rien porte graine, quoi, pour se faciliter le travail par la suite. Et tu sais à peu près le rendement que tu fais là? Oh, c'est très variable. Ça varie selon les années. Ah bah Parce que tu irrigues ici, non? Tu peux irriguer tes pommes de terre. Tu les irrigues ou pas? Non, j'irrigue pas. Non, tu irrigues pas. Non. Mais les premières, on va sortir on fait de l'amandine en primeur, on les sort pas grosses. Ah, si on sort du 10 tonnes hectare, non, mais c'est de la primeur. ça va être tout. Après bah jusqu'à 30, 35, quoi, jamais plus. On cherche pas non plus des calibres. Et t'as mis les premiers poireaux? Ouais. Donc poireaux de fin d'été, début d'automne, non? Ouais, poireaux d'été, ouais, ça va sortir en été, ça. Bah eux, ils ont déjà eu un. Alors c'est pareil, quand je plante, donc on plante les poireaux à la super préfère, machine à pince, 3 rangs. Et après, je repasse dessus avec mon cultirato avec les roues bien descendues. Et puis je remets l'engrais par-dessus derrière que sur la planche. Donc souvent quand je fais ça, je fais tourner un peu la fraise de devant au ras du sol. Ça éclate un peu les buttes de planteuse. Les roues de la planteuse font des sillons, quoi. Font des sillons, ouais. Et ça laisse des grosses buttes entre les sillons. Donc je fais travailler la fraise pas trop vite et puis sans toucher la base du poireau. Alors les feuilles des poireaux elles bougent un peu, ça éclate un peu les mottes. Là, en fait, plante et après plantation. Et après plantation, j'attends que ça écume, de faire une première levée d'adventice. Et là, je vais mettre mon engrais avec mon cultirato, avec mon Dolymbe qui est dessus. En même temps, la fraise de devant du cultirato, je la laisse travailler les buts. Sur ta plantation de poireaux. Sur les plantations, mais vu que le poireau il est planté. Ah, il est profond. Bah en fait, la base du poireau, le ras de la terre du poireau, il se trouve à
à 5 cm en dessous de l'horizon supérieur en fait des buts. Du coup, ça me permet d'éclater les buts, de refermer un petit peu le sillon du poireau, de commencer à refermer sans abîmer. Là, ils ont eu un coup de fraise. Puis, du coup, t'as toujours fait ça, non? Non, ça fait 2-3 ans que je fais ça. Je fais la même chose sur les choux. J'aurais peur, quoi, par exemple, de faire ça. Ah faut être vraiment précis avec le relevage. Faut vraiment le tenir au relevage. Juste en surface, quoi. Ouais. Les feuilles, même, je fais ça sur le céleri, sur les choux. Les feuilles, elles bougent un peu, mais la fraise, je tourne au ralenti. Et puis juste pour éclater les gaz, t'es pas 543 minutes. Ouais, quoi, non. Et puis ça permet de reniveler un petit peu. Et puis là, il y a déjà eu un passage de bineuse avec le romanesco, avec lame le lièvre et puis doigt cresse. Et doigt cresse. Ouais. Du coup, ça fait un bon travail sur le rang. Ouais. Alors là, ils étaient tout jeunes, alors je les faisais pas trop travailler, les cresses. Pas trop agressif, ouais. Donc là, on voit qu'il y a quelques, il y a des kénopodes de droite à gauche qui sont. Ça va. Ouais, mais et là, je vais continuer de toute façon à refaire des passages lame le lièvre, doigt cresse, et tout ce s'il y a vraiment des choses comme la renouée comme ça qu'on n'arrive pas à attraper, de toute façon, après, on passe avec les litres désherbage pour refaire un coup de propre sur le rang. Ok. Et après ça, on fait. Après, c'est des bineuses. C'est même pas des bineuses, c'est des bineuses fait maison un peu avec. C'est des châssis de vibro, de vieux vibro, et puis avec des dents de vibro que je place entre les rangs, que j'écarte en fonction du développement de la culture et que je place en cône ou inversé suivant ce que je veux faire. Mais tout le motage des poireaux est fait avec ça en fait. Pour buter, ouais. Ouais. Le motage. Tout le butage des poireaux est fait avec des dents de vibro. Ouais, c'est des cœurs, quoi, ou des trilles. Non, juste des dents droites de vibro vibrantes, quoi. Et t'arrives à faire ton butage. Ouais, en fait, en fonction de comment je les place, ça pousse petit à petit la terre sur le rang. Ouais, ça va creuser un peu. Et puis, je baisse, si vraiment je veux motter, je le baisse à fond. Je le fais travailler à fond, puis ça finit par pousser la terre. C'est sûrement pas aussi bien fait qu'une vraie buteuse à soc ou à disque, mais pour le prix que ça coûte, il faut aller bien droit. Par contre, alors pour faire tout ça, toutes ces outils-là, les vibros entre guillemets vibrobineuses, quoi. Sur un tracteur, j'ai un stabilisateur hydraulique. J'ai remplacé le stabilisateur manuel à vis par un vérin que j'ai et après j'ai le distributeur sur l'aile. Et du coup, ça me permet, je suis avec ma roue à droite, je suis le passe-pied et je regarde derrière pour placer l'outil derrière au vérin. Tu regardes devant et derrière. Oui, c'est ça. Et puis donc en binage, on a, de toute façon, c'est l'inconvénient, c'est qu'en culture diversifiée comme ça, c'est qu'il en faut 36 en fonction des écartements, du stade de la culture. On a vraiment, il faut vraiment tout. Et du coup, j'ai aussi pour tout ce qui est 2 rangs maintenant, donc choux, céleri, j'ai un tracteur, un pony. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. C'est vieux Massey Harris avec les jantes rouges avec les jantes jaunes. Okay. Il est de 57, je crois, le tracteur. Et du coup, il y a une bineuse ventrale sous les pédales, en fait. Et du coup, ça, je m'en sers pour faire du 2 rangs 70. Pour les choux. Ouais, choux, céleri. C'est encore mieux sur l'enjambeur parce que tu verras tout à l'heure, mais on est vraiment placé. L'enjambeur, on est vraiment placé en partie arrière et surélevé par rapport à la bineuse de devant. On a le rang du milieu. Visibilité, quoi. On a le rang du milieu qui nous passe vraiment entre les jambes, quoi. Et il y a rien qui gêne sur mon petit tracteur. À la limite, j'ai le pont du tracteur qui va gêner, mais il est tout fin, il est comme ça. Et sur la bineuse, sur le romanesco, on a vraiment une visibilité comme si on marchait à pied par-dessus les. Un grand dégagement qui fait que tu vois tout. Donc c'est plus. Avec la commande qui est déportée qui s'aimante partout suivant le poste de travail où on est. Et du coup, là, on l'a sur la coudoir du siège. Et donc on a les rangs qui nous passent entre les jambes et on gère la direction et l'avancement avec la main droite. C'est le joystick directement. Voilà, c'est ça.
Donc là, c'est les radis. On fait un semis de radis par semaine. On fait une planche de 50 mètres. Comment tu fais pour les radis? L'itinéraire technique des radis, là, c'est tout, un rouleau, donc c'est tout simple. c'est tout simple. C'est pas si simple que ça les radis. Faut bien les réussir. En tout cas, à mettre en place. C'est tout simple. On fait un coup de cultirato, voire deux, suivant, pour affiner quand même assez bien. Mais bon, on a des terres qui s'affinent assez vite, donc des fois un seul coup ça suffit. Avec la fraise, le râteau derrière qui rappuie assez bien quand même. Et donc j'ai un petit semoir manuel 4 ans avec un manche de râteau, quoi. Et puis je mets pas d'engrais, je fais juste un coup de fraise, pas d'engrais, pour éviter de se retrouver avec des radis trop gros trop vite. Ça peut des fois faire traîner des planches si celle d'après n'est pas encore arrivée, que s'il y a un peu d'engrais, ils partent trop vite, quoi. Et donc je fais 2 tiers de radis classique du bicolore long, quoi. Et puis un tiers de mélange de rond multicolore, quoi. Donc, ça plaît bien maintenant, ça part bien. Et puis c'est un peu plus facile que le rond rouge, qui est pas toujours facile à faire, enfin qui éclate vite. Ou là c'est un mélange de variétés qui va assez bien. Et puis donc après, une fois le semis fait, un coup de rouleau à main. Sauf s'ils annoncent vraiment une grosse pluie derrière, je laisse les sillons laissés par le semoir. Et de toute façon en saison de radis c'est rare quand il pleut tout le temps. Donc un petit coup de rouleau et puis après voile. Enfin filet ouais. Anti-insecte. Filet anti-insecte, et puis il y a toujours une rampe d'arrosage qui est installée si jamais on manque, parce que une mauvaise levée de radis au début, ça va faire plusieurs levées, c'est impossible à botteler après. Filet pour éviter des radis piqués, et aussi pour et puis pour les pigeons aussi. Il y a 15 jours, je me suis fait avoir, j'ai pas remis aussitôt, j'ai pas mis le filet aussitôt. Le lendemain, la planche était recouverte de pattes de pigeons et il y avait plus une graine sur la planche. Donc ça va vite, hein. Ouais. Parce que le radis, ça reste un indispensable. Et puis c'est une bonne culture, c'est rentable. Ouais, ça va vite, voilà, c'est ça. Ça plaît, de toute façon, c'est des légumes qui partent. Il faut en avoir. Faut en avoir. Ouais. T'en fais tout l'été ou? Oui. Ouais. On en fait quasiment toute l'année, parce qu'après on retourne sous serre. Il y a des années, des fois c'est plus compliqué que d'autres. Les dernières, ça allait. Oui, l'année dernière il pleuvait tout le temps. L'année dernière il pleuvait tellement que j'ai eu du. Alors forcément il s'est propagé au fur et à mesure des planches. J'ai eu du milieu du radis. Et trop d'humidité pour le coup. Il y avait plus rien, il y avait rien à faire, quoi. Et puis après l'été ça s'est recalmé un peu, on a réussi à en refaire. Et puis une fois que la culture est passée, soit si ça s'est trop ressali comme on voit là, je mets un petit coup de broyeur, ou alors je repasse directement un coup d'échaumeur dedans pour enfouir. Et c'est sur les radis qu'on va revenir le plus vite avec d'autres cultures. Là par exemple sur les courgettes qu'on voit là-bas, il y avait des radis au début. Et puis c'est une culture qui se renfouit assez bien, et puis oui, c'est rapide, c'est comme une culture intercalaire, quoi. Ça va vite. Ouais. Ça nettoie un peu, je trouve, parce que comme ça va vite à pousser, les mauvaises herbes vont germer, hop, ça dégage, quoi. Ça arrive à refaire un coup de propre. Donc là, les courgettes, deuxième semis de courgettes, deuxième plantation de courgettes de la saison en extérieur. Là derrière toi, on a la première plantation. Et donc voilà, ça c'est pareil. Cultirato avec les descentes alors par contre là les descentes d'engrais, derrière le cultirato en fait j'ai 6 descentes pour importer mon engrais organique en semoulette. Et quand je fais du monorang comme ça par planche, je les rassemble tous dans un tuyau de gouttière, et puis tout tombe sur le rang central. Voilà, l'engrais concentré sur le milieu du rang, et puis après paillage et plantation, encore une fois, à l'enjambeur. Là, par exemple, l'autre jour, j'ai planté cela, là, la deuxième tournée. Alors, en plus, ce qui est bien maintenant, depuis quelques années, ils nous mettent sur les paillages bio, il y a un marquage à la peinture de fait avec les écartements de distance.
Et du coup, tout seul avec mon stock de plaques de plants devant sur le support de caisse, mon lit de plantation et après un digueux. Alors je sais pas comment on dit chez vous, on dit digueux, un plantoir, un cône quoi. Un plantoir, ouais. Un plantoir, voilà. Comment t'appelles ça? Un digueux. Un digueux. Ok. J'ai appris un mot, super. J'aime bien. Un digueux. Et du coup, là j'en plante. Là, il y en avait 400 en une demi-heure, c'est fait quoi. Ouais, un bon début de chantier là. Ouais. Donc une demi-heure, 3/4 d'heure, bon, le temps de changer les caisses entre deux. Tu remets un goutte à goutte en dessous ou pas? Non. Non. Alors ça arrive là, vu le temps en ce moment, j'ai pas mis de goutte à goutte. Après, Ça se débrouille quoi. Ouais, l'été, la troisième plantation, des fois, si on voit on plante vraiment en terre sèche ou quoi, je mets un goutte à goutte sur la planche avant de passer mon paillage plastique. Et puis si on n'a pas mis le goutte à goutte, mais qu'on voit que ça souffre un peu, on remet une ligne d'aspersion. Alors c'est pas du tout aussi efficace que du goutte à goutte, surtout en paillage comme ça. On en met les 3/4 dans les passe-pieds et puis. Ça y va. En mais dessous, ça arrive par capillarité, ça rentre un peu, puis dans les trous, les feuilles elles collectent aussi de l'eau et ça finit, ça en prend un peu quand même. Quoi. Puis après, de temps en temps, j'ai fait un petit cadre avec des dents. Alors une dent de vibro, une grosse dent de déchômeur et puis une dent de peigne pour désherber les passe-pieds. Là il y a la grosse dent de déchômeur qui vient dans le milieu. Il y a le peigne qui va gratter à peu près là au ras du plastique. Et puis la dent de vibro qui est un petit peu plus loin qui rétale un peu la terre. Donc t'as auto-construit quoi un outil pour biner les passe-pieds. Ouais, voilà, c'est ça. Entre des planches plastifiées. Voilà. Et par contre là, c'est indispensable. Je me sers du fameux vérin que j'ai sur le stabilisateur parce que mes dents peigne elles sont à ça du plastique quoi. Donc c'est de la précision. Ouais, et puis il faut y aller au doigté quoi. Et t'as pas de GPS? Non. 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 Tu plantes à l'œil. Enfin, ouais. tu roules à l'œil. Ouais. On aime bien que tout soit assez. C'est mieux, hein. C'est plus simple. Hein. C'est mieux pour tout après, pour les binages, puis ça fait mieux vu de la route. Une fois que ça donne plus rien, broyeur. Alors là, par-dessus les planches, gire au broyeur. Et puis des chômeurs. Alors c'est un déchômeur classique, un Smaragd quoi, qui est un Lemken Smaragd avec des pas de doigts, des disques qui rétalent la butte des pas de doigts, puis roule au bar. Et puis le paillage bio se dégrade assez. Une fois qu'il est enfoui, l'année d'après on n'en retrouve pas un bout. Quoi. Si on refait là j'avais renfoui des épinards, on voit un petit peu de paillage qui est resté en surface. On va en retrouver quand on travaille pour la deuxième culture. Mais bon, quand on est en plantation, c'est pas dérangeant. On serait en semis, ce serait un peu dérangeant. Mais là, en plantation, c'est pas dérangeant. Mais d'une année sur l'autre, on n'en retrouve pas, quoi. Ça se dégrade assez bien. Donc la fin de culture est super rapide, quoi, comparé à un paillage plastique traditionnel. Oui, là, même si on broie que le broyeur, forcément, il aspire toujours un peu. Si le paillage se trouve éclaté, c'est pas grave, au contraire. Oui. Donc ça va éviter de le mettre en andin et puis du coup il va moins bien se dégrader. S'il part en plein de boue, au moins. Puis le déchômeur finit le travail. Déchômeur le enfoui, terminé. Et là c'est des betteraves. Oui. Donc on fait betterave ronde. C'est ta deuxième série? Ouais, alors ça c'est la première et dernière série. C'était betterave de conservation. Ouais, betterave de conservation. Et donc on fait celle-là c'est de la ronde, c'est de la Moneta en monogerme. Et puis après on fait un peu de crapaudine, donc qui reste en multigerme et du coup elle est à côté. Donc là il y a eu 2 passages de bineuse à l'enjambeur avec lame le lièvre et doigt cresse. Alors le premier passage, les doigts cresse, je les ai quasiment pas fait travailler. Et puis là, on va commencer à pouvoir les faire croiser plus, maintenant que la betterave est bien implantée. Ouais. Et puis, alors par contre, l'inconvénient, alors j'ai pas pris l'option. En gros, sur la bineuse, ça va me
J'ai une lame Lelièvre de chaque côté du rang, un cœur par entre rangs, et après les doigts cresse sur le rang. Mais le passe-pied, le passage de tracteur est pas du tout travaillé. Ah, il y avait pas d'option justement pour les efface traces. Si ils ont fabriqué un système de petites bineuses qui va sur le côté du cadre arrière avec des vérins à gaz pour les relever et puis les rebaisser en manuel. Ah, au bout des rangs, quoi. Bah oui, parce qu'en fait on a un relevage sur l'enjambeur. Enfin, c'est un treuil qui va relever les éléments, mais on peut pas le mettre sur les deux. On peut pas le mettre sur les deux attelages en même temps. C'est soit la bineuse, soit voilà. les. Donc là, en fait, le treuil sert à relever et baisser la bineuse. Et après, il y a des systèmes de petites bineuses qu'on relève et qu'on baisse à la main. Mais je l'ai pas pris. Ça refaisait un coût supplémentaire quand même. Donc on peut pas tout faire en même temps. Alors là, c'est pareil. J'ai un autre cadre que je me suis fait avec des dents de vibro qui vont travailler que les entreplanches, quoi. Donc tu repasses un peu une deuxième fois après, c'est ça? Bah alors c'est super rapide parce que juste les passe-pieds. Là, déjà c'est moins précis. On peut presque le mettre en flottant derrière sur le relevage. Et puis je gratte pas beaucoup, hein, parce que si on fouille trop, bah après quand on passe à l'enjambeur ou au tracteur pour désherber, bah si on est dans le sol meuble, on a du mal à tenir la direction aussi. On est moins précis sur ce qu'on fait. Donc je dégratte 3-4 cm maximum avec des dents de vibro entre les planches, quoi. Et puis là, du coup, bah, sur la crapaudine qui est multigerme, il n'existe pas de variété de longue, en tout cas en crapaudine en monogerme. Bah là, c'est du coup mes salariés qui sont passés fin de semaine dernière à la main avec les litres désherbage pour dépresser. Donc dépresser, c'est démarier. Bah voilà, c'est ça. Une graine de crapaudine, elle va en faire 2, 3. Alors des fois, elle en fait qu'une, mais elle en fait 2, 3. Et si on les laisse ensemble, bah ça fera 3 mini betteraves. Donc voilà, on dépresse. Alors on les laisse comme ça sur le bord, on passe pas trop de temps à la reprendre et puis la repiquer plus loin. Là, il y a déjà un petit peu de temps à y passer comme ça. Alors parce que mine de rien, il y a une belle surface là, en betterave. Là, il y a 1600 mètres carrés de betteraves. Des deux variétés. Ouais. Donc là, les poivrons, pour le coup, tu mets du goutte à goutte. Ouais. Et un goutte à goutte pour 2 rangs. En fait, là, un goutte à goutte central. Ouais, okay. Central, ouais. Et donc là, donc les 3 serres, donc là, non, là il y a juste aubergine, poivron, les patates douces qui sont à côté là. Tout est relié ensemble, tous les gouttes à gouttes sont reliés, et du coup là, ça arrose automatiquement avec le programmateur. Patates douces au goutte à goutte aussi. Ouais, au goutte à goutte. Sur un paillage plastique aussi. Ouais. Et bah les patates douces, j'ai fait des buttes, la butteuse à patates. Et après, donc, je les écrase. Et bon, il reste quand même des buttes. Le goutte à goutte, on le pose entre les 2 buttes. Et puis après, on déroule le plastique par-dessus. Et il faut que ça soit quand même sur but à l'arrachage, développement de la racine, enfin des tubercules. Je sais même pas si on appelle ça des tubercules d'ailleurs, mais et ça demande beaucoup d'eau et de chaleur. C'est pour ça que là, ils sont sous P19. Là, quasiment aussitôt plantation, on les a recouverts, donc au P19. Et puis là, on va bientôt redécouvrir, faire un coup de propre dans les passe-pieds et sur les rangs. Et puis après, on recouvre. Ouais, c'est couvert tout le temps, en fait. Ouais, quoi. Tout le temps au P19. Pas de problème de mulot? Alors l'année dernière, non. L'année d'avant, oui, beaucoup. L'année dernière, on a de la chance, pas manger du tout. Mais bon, ça, je sais pas ce qu'il faut faire pour les. Surtout que c'est pas tous les ans pareil, quoi. Donc, bon, quand il y a de la casse, il y a de la casse. Puis de toute façon, s'il y en a quand il y a de la casse, ils passent en transfo. On fait du velouté de patates douces. Donc, l'atelier de transformation, en fait, il sert uniquement au surplus? Non, pas uniquement. Il sert à valoriser le surplus
mais on est aussi obligé de prendre du frais pour en faire assez, quoi. Quand on a de la demande en soupe de poireaux, enfin, on fait plein de parfums différents, mais on n'a pas forcément l'invendu pour en faire assez. Donc on prend du frais aussi. On a quand même pas mal de demandes en soupe, donc. Tu les mets tous les 50? Alors ça dépend. Là ils sont à 50. Mais en fait, je les écarte surtout en fonction du plan qu'on a, de la longueur du tunnel. Et après, on divise pour que ça rentre pile poil dans la serre, quoi. Ok. Donc, des fois, c'est des mesures. On refait une pige avec des mesures un peu. Enfin. C'est des cotes mal taillées, quoi. Ouais, en fonction de. Pour que tout rentre bien et puis que. C'est pas de perte. Et ouais, donc voilà. Après, on les tuteur. Alors ouais, comment tu fais pour tutorer? On tuteur bambou. Donc tu plantes des bambous tous les 2 mètres? Tuteur bambou. Non, à chaque pied. Ok. À chaque pied, c'est des bambous qui font 60 à peu près. Et puis après, on a une pince max. C'est une pince à ruban avec une agrafe là. On marie le tuteur avec le pied de poireau. Bon là, il y a de la taille à faire là. Et ouais, ce que j'allais dire, au niveau de l'entretien, est-ce que tu tailles ou pas? Ouais. Et comment tu procèdes, quoi? On va tailler, on va libérer jusqu'à la fourche là en gros. Et puis après voilà, on passe pas plus de temps que ça. Donc quoi, tu fais tout le bas. Ouais. T'enlèves tout le bas en dessous la première fois, en dessous de la fourche. Ouais, voilà, c'est ça. Et après tu le laisses se débrouiller. Ouais. Et t'attaches jusqu'en haut. Ouais, jusque là on peut Alors la fourche forcément elle va monter, donc on l'attache pas forcément au même endroit, ça dépend comment le pied il se prête, hein. On en met, il va y avoir 1 ou 2 rubans par pied, quoi, voire 3. Puis ça tient bien comme ça. Et en variété, tu fais du poivron coloré? On fait alors on fait du Lipari déjà, c'est le poivron allongé. Poivron allongé un peu en corne de taureau là, qui est très fin en goût et en peau. Et après on fait les classiques orange, rouge, jaune. 3 couleurs en carré. 3 couleurs plus le vert pour la 4e. Oui. Elles sont pas mûres, quoi, mais voilà. T'arrives à avoir du coloré? Ouais. Sans trop de difficultés, ça va? Non, ça vient bien. Alors on a toujours, tous les ans, on a toujours des petits problèmes alors je sais pas trop si c'est des coups de soleil ou. Ah, des brûlures blanches? Ouais, voilà, ça fait des taches sur le fruit, qui ressemblent un peu aux taches qu'on peut avoir des fois sur les feuilles aussi. Ça là. Bon là à mon avis celui-là il a touché un peu par terre, et puis. Mais alors apparemment c'est des coups de soleil, les taches qu'on peut avoir sur les fruits. Mais chez nous j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment sujet aux coups de soleil, mais après on m'avait proposé essayer de blanchir. Pour la perte qu'on a, voilà, c'est ça. Ça reste acceptable, quoi. Donc, et puis blanchir quand des fois on court un peu après la luminosité. Choux pointus. Ouais, là on avait les premiers choux pointus qu'on avait fait fin de l'année, avec des mini tunnels dessus. Et puis, alors là on voit du blé un peu partout qui pousse. C'est parce que c'est mon couvert végétal en fin de saison. Ok. Voilà. Je fais du blé, ça me coûte pas trop cher. Voilà, à 200 kg hectare en moyenne, et puis ça couvre bien. Et ça fait une céréale dans la rotation. Et puis voilà. Après les choux pointus, on en a ceux de cette année qui sont déjà bien arrivés, qui sont bien plus beaux que ceux-là, qui sont sur la parcelle justement au bord de la falaise là-bas. Ceux-là, au mois d'octobre, je crois aux alentours du mois d'octobre-novembre. Ah oui, tu les fais hiverner. Ouais. Sous chenillette. Sous chenillette. Mais je sais pas si je vais continuer ce système-là parce que c'est beaucoup de boulot. Dès qu'on a un gros coup de vent, la chenillette, il y a tout à refaire. Et puis en fait, on a ceux qu'on plante en début d'année, enfin les premiers choux qu'on plante dans la saison, pas grand-chose, qui arrivent quasiment aussitôt que ceux-là, quoi. Donc c'est ça, il y a une semaine, 15 jours grand max. Voilà, c'est ça. Ouais. Et qui sont juste plantés dehors à la machine
avec un voile dessus et puis bah là il commençait à y avoir, là on voit il y en a qui ont été attaqués, il commençait à y avoir de la chenille, tout ça. Je lui ai dit bon bah c'est bien, les autres là-bas ils sont plus arrivés que ceux-là. Bon bah ceux-là on les laisse et puis on passe sur les autres quoi. Et pareil, tu les fais sur plastique? Ouais. Bah justement ça permet de pas avoir de nettoyage pendant 6 mois quoi. Alors oui, on passe de temps en temps on lève la chenille. On passe à la main, retirer ce qu'il y a un petit peu à droite à gauche, puis après on referme. Et là on passe aux carottes. Ouais. Ça c'est de la Napoli. Là on a déjà commencé à faire des bottes dedans. Et tu sèmes sur but? Ouais, alors là je fais 2 rangs ou semi-éclaté? Il y en a 3. Il y a 3 rangs. Il y a 3 rangs par but que j'ai fait au semoir à radis. Et ah bah oui, c'est la première année que je fais sur but comme ça. J'ai une buteuse sur le motoculteur qui me fait, j'ai 2 butoirs en fait. Et puis après, j'ai passé un coup de rouleau à main pour retasser la butte, pour pouvoir après passer avec mon petit semoir à main à radis quoi. Alors c'est le problème c'est pas précis. Alors elles sont très épaisses là. Mais à force là on a commencé les bottes, bah ça les dépresse et puis petit à petit bah les autres elles prennent de la place. Et puis j'ai fait un racinaire au tout début. Et puis après, on a tout fait à la main. J'ai repassé un coup d'agria, une petite fraise monoroue là. Ouais. C'est bien ça, ouais. Entre les buts avec une petite cape. Et puis et après les buts sur le dessus, on les a faites à la main. Et puis bah, le seul problème que j'ai là-dedans, c'est un renard là qui vient depuis ça fait un mois là qui vient dedans et puis il mange les carottes. Un renard végétarien. Oui. Bah ça mange les betteraves. Il y a des betteraves mangées aussi. Je pensais pas. Betteraves, carottes, il mange. Ouais, c'est un renard végétarien. Ah ben non, mais c'est parce qu'il a bouffé toutes les poules. Alors maintenant, il mange les. C'est pour ça. Voilà. C'est plutôt une bonne réussite cette année là-dedans. Bah ouais. Alors les aubergines. Aubergines, bah un peu même itinéraire que les poivrons quoi. Là j'ai du puceron qui est arrivé dedans. Parce que là, ils sont en train de les étouffer pas mal. Après, on utilise un peu sur les haricots, concombres. Pour les acariens, on met des... C'est un acarien prédateur en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Amblycius californicus. Californicus, voilà, c'est ça. Et alors pour l'instant, vu que j'ai mis les programmateurs d'arrosage, il y a un bassinage tous les jours. Ça réduit la puce. Il y a 2 arrosages, dont un à midi quoi. Et donc bah pour l'instant ça va quoi. C'est suffisant. Ouais. Et c'est bien plus régulier que quand on le faisait à la main quand on y pensait quoi. Voilà. Quand on ouvrait la vanne quand on y pensait quoi. Donc puis si je vois que dès les premières apparitions, j'en commande, c'est là 8 jours après et puis souvent ça marche bien quoi. C'est pas donné mais donc tu as plusieurs variétés d'aubergines? Non, là j'en ai. C'est pas les mêmes. C'est 2 plantations différentes en fait, mais même variété, mais plantations ouais. différentes. Ok. Donc bon, ça c'est assez simple. Alors le tuteurage là-dessus, on peut pas faire comme les poivrons à dire on met un tuteur dans le milieu et puis vu qu'après le pied il fait ça, il faudra un tuteur par branche quoi. Ouais. Donc des fois on met des tuteurs pour le tenir le pied du milieu, puis après. Ils se tiennent entre eux, quoi. Après, ils se tiennent entre eux, ou même ils tombent, et puis bon, bah, on commence par récolter ceux qui traînent par terre, et puis après, c'est assez productif, donc. Pas de taille non plus. Non. Faut juste en dessous de la fourche, peut-être, non? Bon, non, là-dessus, on fait rarement quelque chose. Peut-être, j'ai dit, je suis pas trop calé là-dessus. Donc, avec le temps, on apprend. Hein, les poivrons avant, on les taillait pas. Donc maintenant, on fait. L'aubergine poivron, c'est pas des quantités extraordinaires. D'accord. Comparé aux tomates ou aux concombres ou aux courgettes. Mais les aubergines, ça se vend un peu, mais c'est pas... Non, nous, ça part bien quand même. Les légumes ratatouille, ça marche quand même. Bon, après, ça dépend. Enfin, c'est pareil. Là où ça produit le plus, souvent, les gens, ils sont partis en vacances. C'est le problème. Je pense que c'est le même problème partout. Même ici, parce que c'est un peu plus touristique, j'imagine. Un petit peu, mais c'est pas non plus la Côte d'Azur. Oui, bah oui. On a Etretat qui est pas loin. Bon, voilà, mais on est à 20 minutes d'Etretat ici. Et on est sur le véloroute du littoral qui fait Le Havre-Etretat aussi.
Mais dans ta clientèle, en fait, on en a pas parlé, on en parlera peut-être un peu après. T'as pas une clientèle de touristes, quoi, en fait. Pas trop, quoi. Très peu. En été, un petit peu, mais c'est... Oui, c'est pas ça. C'est pas ça qui va te faire ton chiffre. Non. Par contre, ça pallie un peu à la clientèle locale qui est partie pendant l'été. Ça, elle est remplacée, du coup, il n'y a pas vraiment de creux. Il n'y a pas d'augmentation, mais il n'y a pas de baisse non plus. Voilà, c'est ça. Un petit peu quand même. Toujours, des fois, on se dit, mince, on a tout là. Alors, les gens, ils nous demandent depuis le début de l'année quand est-ce que ça arrive. Bon, bah la saison, quoi, que ça arrive. Et puis, quand c'est arrivé, ils sont plus là. Et puis, ils reviennent et il y en a plus. C'est ça. Ils les ont mangés dans le sud de la France où ils sont partis en vacances. Donc, oui, il en reste un peu, mais ça n'a pas duré longtemps, quoi. Mais bon, ça, je pense que c'est le même problème partout. Ouais, c'est partout pareil, ça. Sauf peut-être en région touristique. Ouais. Bon, là, quoi, là? Petits pois, concombres, haricots. Alors, les petits pois, tu les as semés quand? Ah, c'est pareil, ça, on fait du semis en plaque. Ouais. Et qu'on repique. Donc, au mois de février, quoi. Février, un semis en plaque, ouais. Ouais, voilà. Et puis dès que ça se tient dans la motte, après, t'en mets dehors. Ok. Tu fais la première série sous serre et il y en a en parallèle dehors. Extérieur. Ouais. Et c'est du petit pois ou pois mange-tout, pois croquant? Non, c'est du petit pois. Alors, en fait, celui-là, il a déjà, ces deux rangs-là, c'est les premiers plantés, ils ont déjà bien donné. Ils ont donné, ouais. Ils commencent à refaire un peu, ils refleurissent sur le dessus, là. C'est assez productif. Et puis, et donc, tu plantes ça, et puis, filet à ramer, un petit coup de nettoyage avant que ça prenne trop de place, quoi, au ratisseux. Alors, comment on dit ratisseux chez vous, je sais pas. C'est quoi la ratisseur? C'est un sertoir. Ouais, voilà. Une binette. Ouais. La ratisseur, ouais, c'est aussi un nom, ouais. Ouais. Et puis, même ceux-là, les deux là, j'avais fait, on manquait un peu de place pour les radis au début. On avait commencé à en mettre dehors, mais les premiers radis dehors, c'est un peu la loterie. Alors, dès qu'on a planté, après, je suis repassé de chaque côté des rangs, on resemait des radis, qui sont venus, du coup, là-dedans, nickel, quoi. Et puis ça permet de refaire ça fait un nettoyage aussi, une fois qu'on a fait les radis. Et puis après, filet à ramer, et puis ça se débrouille tout seul, quoi. Après, c'est la récolte. Après, c'est la récolte, voilà. Mais en grimpant comme ça, c'est déjà plus agréable qu'en Inde. Et encore, même en Inde, maintenant, dehors, je fais des variétés qui arrivent à peu près tout le pied en même temps. Et du coup, on prend le pied. On prend le pied, puis on le déshabille comme ça, quoi. On passe plus plusieurs fois comme avant. Ça va plus vite à la récolte, quoi. Ouais, et puis les postures sont pas les mêmes non plus. Donc, on arrive à faire un petit peu de récolte aussi de pois, du pois écossais, des choses comme ça, avec l'enjambeur aussi. Avec là, pour le coup, on se sert des sièges de plantation. Ok. Ça permet d'être assis. Alors, soit on met les pieds sur les repose-pieds, soit on met les pieds par terre. De toute façon, avec la vitesse qu'on avance, et puis avec la caisse qui est sur le cadre à côté. Puis en fait, ça permet de pas avoir à se déplacer et puis pas avoir à porter la caisse. Voilà, c'est ça. Et puis la posture qui est bien sur un siège. On peut les mettre. Alors, vu qu'on est en 3 rangs, on met pas les 2 sièges l'un à côté de l'autre. Souvent, on en met un sur un cadre à l'avant et puis un en quinconce sur un cadre à l'arrière. Parce qu'on peut pas les mettre les uns derrière les autres, ça rentre pas. Mais du coup, tu enjambes la planche. Ouais. T'es pas à côté. Non, on est par-dessus. Ouais. Et puis après, on met des planches sur les cadres pour mettre la caisse. Et puis voilà. Dès qu'on peut s'en servir, de toute façon, pour un oui ou pour un non. Tu connais en ergonomie, quoi. Ouais, en ergonomie. J'ai essayé l'autre jour. C'est pas mal. Alors, on gagne pas du temps, mais un petit peu en posture, ou quand la terre est mouillée, ou on a essayé de botteler des radis avec. Pareil au siège. Le siège au ras de la planche, et puis à botteler un côté de la moitié de la planche. On garde la botte dans la main gauche, et puis toute la moitié droite, on la prend avec la main droite. Et puis t'as tout qui te suit, ta botte de raffia qui te suit, la caisse de radis. Et puis ça avance tout seul, t'es pas obligé d'avoir un plastique que tu traînes sous toi. Alors c'est pas plus confortable, on est bien aussi assis sur la planche à faire des radis.
Mais il n'y a pas besoin de transporter ton matériel. On est abrité. S'il pleut, on est abrité. Et puis ça, s'il fait beau, c'est à l'ombre. Parce que le radis, quand tu fais des bottes et puis que t'as le tas de radis qui reste au soleil, donc là ils sont à l'ombre. Et puis bon après, moi j'en ai fait. Mes salariés ils disent oh non, ça va bien comme ça. Peut-être qu'un jour ils iront. Après, il faut vraiment bien le régler pour avoir le siège faut limite qu'il pousse un peu les feuilles quand il passe, quoi. Pour être au plus bas pour être au plus proche possible de la. Alors ils sont bien faits, hein. Le siège il est croché sous le cadre. Donc c'est vraiment l'assise du siège qui va frotter, il y a rien en dessous, quoi. On verra bien. Celui qui veut s'en servir, il prend. S'il est libre après, c'est pareil vu qu'on fait de plus en plus de choses avec. Du Noah et puis du lisse. Alors le lisse, plus ça va, plus c'est compliqué, hein. Qu'est-ce que t'as comme souci sur le lisse? Bah déjà, à la plantation, c'est celui qui coule le plus. Il y a beaucoup de pieds qui coulent dès le départ. Le pied complet ou la fleur? Le pied complet. Le pied complet. T'as un problème peut-être de pythium ou de... Le Noah, pas du tout. Le Noah est productif. C'est du plan franc? Ouais, non, bah c'est nous qui le faisons. Bah, essaye de le greffer. On pourrait en acheter. C'est assez cher, mais... Bah déjà que la semence est hyper... Oui, des fois, alors la graine. Hein, donc, le long, il est 2 ou 3 fois plus cher que le court. Déjà, la semence. Parce que si tu perds tes pieds à la plantation, tu as peut-être un problème fongique dans le sol, tout simplement. Et il y a des résistances avec les porte-greffes. S'il y a une résistance à un champignon du sol, ça peut valoir le coup. Là, les premiers petits pois, ils vont libérer la place. On va faire du concombre là-bas, quoi. Une fois qu'ils sont arrivés en haut, qu'ils ont donné jusqu'en haut, après, là, on voit qu'il y a du monde quand même dessus, quoi. Et puis, il va falloir qu'on en retire un sur deux, là. Et t'as autant de ventes en court épineux qu'en long lisse? Bah, de plus en plus, ouais. Et puis quand il y a que ça, de toute façon. Oui. Quand il y a plus de lisse, ils prennent l'épineux. Mais ouais, on a une bonne partie des gens qui préfèrent maintenant plutôt le. Ok. Il a plus de goût, il est plus piquant. Et en haricot, tu fais quoi comme variété? C'est du Vespéral. Vespéral. Alors cette année, il a eu beaucoup de mal à partir. Il est resté pendant un mois, il est resté comme ça sans bouger. Et puis là, ça y est, il est parti. Mais est-ce qu'il a eu froid? Tu fais un semis direct? Non, pareil. En plaque aussi. Ouais. En plaque. En plaque et repiqué tous les. Ouais. Bah c'est pareil, ça dépend de la levée en plaque. On divise après on divise la longueur par le nombre de plants. Okay. Alors on tombe pas toujours juste là il reste sur notre plantation là-bas, on voit qu'il reste un bout de rang. Ah merde. On n'est pas tombé juste, mais. Ah oui, c'est une motte, une graine. Ouais, c'est ça. Ok, tu fais pas en poquet. Non. Bah, avant on faisait, parce qu'avant mon grand-père il utilisait pas de filet à ramer, il utilisait que les cordes comme ça. Ouais. Et du coup bah il faisait des mottes avec 3-4 pieds dedans. Et puis après, il faisait descendre les cordes, quoi. Mais on les espaçait plus, mais les pieds étaient plus serrés finalement. Donc là c'est régulier, enfin c'est plus espacé. Et pourquoi t'as changé du coup? Ça va plus vite au filet. C'est ça, c'est juste pour la pose du filet plutôt que les ficelles. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis je pense aussi que c'est plus homogène vu que les pieds sont espacés tous pareil. En fait, c'était moins fouillis. Quand il y avait 3-4 pieds ensemble, bah, ça faisait beaucoup, ça faisait une colonne et puis c'était fouillis et puis après, là, c'est bien palissé partout pareil, quoi. Plus homogène. Okay. Ouais. Et avec les 2 filets, là, côte-côte, ça va pour la récolte? Pas de souci? Ouais, ça va. On va les chercher un peu, ça va bien. Alors, le plus chiant, c'est au début. Quand tu récoltes tout, les premiers qui arrivent, ils sont tous par terre. Et puis après, bah, plus ça va, plus on est à l'aise. Après, ce qui devient fouillis, c'est quand ils arrivent en haut. Ouais. Et puis qu'ils se rejoignent là-haut. Et puis qu'après, ils redescendent dans le milieu. Ça va vite, hein. Là, ouais. Ah bah, ça, la vitesse que ça pousse quand ça arrive comme ça.